très probable que vous pensiez notre invitée française. Il paraît que c'est très français de s'approprier les talents venus d'ailleurs. Car notre invitée est belge en fait, une vraie belge, née à Bruxelles, qui dit 70 et 90 plutôt que 70 et 90. Non, ça j'ai arrêté depuis longtemps. Pourtant, elle a présenté le 20h pendant des années en France. On la surnommait même la reine du journal télévisé. Une voix assurée, une écriture ciselée, un regard déterminé, une journaliste de terrain passionnée aussi, notamment par les sujets internationaux. Les affaires étrangères, ce n'est pas seulement un ministère dont elle a pu connaître les coulisses, c'est aussi son émission hebdomadaire sur France Culture. Et puis, c'est ce qui est au cœur de ses nombreux ouvrages. Ces derniers temps, ce sont les États-Unis qu'elle observe à la loupe. Donald Trump, surtout, ses mots, sa rhétorique, sa lithographie. Elle en a fait un dictionnaire, le Trump de A à Z, aux éditions de Noël. Et nous allons en parler longuement, puisque cela fait pile un an qu'il a été investi pour un second mandat. Oui, un an seulement. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il est au pouvoir depuis 10 ans aux États-Unis? Et puis je dis second mandat, comme si c'était le dernier. Un troisième mandat est-il vraiment impossible? Pourquoi les casquettes rouges avec écrit 2028 sont-elles déjà prêtes alors? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Christine Ockrent. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir déjà commenté mon introduction. Oui, la journaliste n'est jamais bien loin. Enfin, 70 et 90, enfin je veux bien, mais... Dans les médias belges en tout cas, je vous ai entendu le dire. Merci oui, aussi. par sympathie. Par sympathie originelle. Et puis merci aussi de nous aider à déchiffrer le Trumpisme avec ce dictionnaire, le Trump de A à Z, paru chez De Noël. Alors qu'on sait tous que la Constitution américaine devrait l'empêcher de briguer un troisième mandat, je ne sais pas pourquoi on a tous cette sensation qu'il va repartir sur une nouvelle candidature. Est-ce que vous avez cette sensation? Est-ce qu'on a tort? Est-ce qu'on a raison d'y croire? La première sensation, c'est l'épuisement. Il nous épuise, Donald, parce que tous les matins, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a encore trouvé, sorti, improvisé, imposé avec, en fait, une déformation des institutions américaines que l'on croyait à peu près couler dans le bronze, en tout cas vue de loin. Cette constitution admirable, Montesquieu, l'équilibre des pouvoirs, les check and balance, etc., fini. Alors, est-ce qu'il peut se représenter la Constitution expressément, une addition d'ailleurs à cette Constitution, qui est plus récente que la Constitution elle-même, puisqu'elle date du siècle dernier, dit que non, ce n'est pas possible. Mais il y a déjà des juristes, évidemment fidèles à Trump, qui travaillent sur différentes hypothèses. Je crois que le principal obstacle ne sera pas tellement juridique, alors qu'il devrait l'être, c'est sa santé. C'est-à-dire que c'est un homme qui va avoir 80 ans. Le 14 juin, la date, on la connaît, puisque non seulement le président de la République a accepté de différer la date du G7 qui aura lieu à Évian, de façon à ce que Donald Trump puisse fêter son anniversaire à Washington le 14 juin en organisant quoi? Un grand festival, un grand match d'arts martiaux. Mais en fait, on voit déjà que sa santé décline. On le voit s'assoupir pendant des réunions, surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui parle, évidemment, parce que ça ne l'intéresse pas énormément. Et puis surtout, ce qui est plus préoccupant, mais en fait, les journalistes à Washington n'osent pas le dire, c'est qu'il se lance dans un discours qui n'a plus ni queue ni tête. Enfin, il y a des moments où véritablement il perd le fil de ce qu'il raconte, et ça devient parfois très bizarre. L'autre jour, il racontait que son épouse a l'habitude d'amidonner ses petites culottes. Alors, vous vous agrippez, vous vous dites, mais c'est le président de la première puissance du monde. Oui, face à une Amérique échaudée par l'épisode Biden, qui lui-même a eu des fragilités mentales, psychologiques. Et la responsabilité de son entourage, et par voie de conséquence du Parti démocrate, qui reste d'ailleurs absolument dans les choux, la responsabilité est énorme. Mais y a-t-il un héritier? Qui après Donald Trump? Il y en a beaucoup. Enfin, il y a surtout le vice-président, J.D. Vance, qui lui a 41 ans, et qui s'inscrit alors vraiment dans le sillage MAGA, parce qu'en fait l'alliance qui a reconduit Trump au pouvoir, elle est composite. Vous avez le socle MAGA, qui est soudé d'abord par la religion, mais vous avez aussi, et c'est très important, et ça c'est nouveau, les gens de la tech,
les techno-césaristes, comme dit Dahem Poli. Ces gens qui ont compris qu'avec Trump, ils avaient affaire à un pouvoir présidentiel de plus en plus massif, de plus en plus élargi, et qui déréglemente à tout va. Et donc ça les aide. Et donc ils ont financé fastueusement les cérémonies d'investiture, et ils financent la nouvelle salle de bal qui va en fait servir aux grands matchs d'arts martiaux en détruisant l'aile de la Maison-Blanche. Donc vous avez une alliance composite, plus évidemment le vieil argent, si j'ose dire. Et est-ce qu'il pourrait être dépassé par sa droite? Je pense justement précisément à ce mouvement MAGA, dont on dit qu'il est complètement raciste, antisémite, plus à droite encore que Donald Trump. Est-ce que ce qui pourrait arriver après Donald Trump, ça pourrait être pire que Donald Trump, entre guillemets? En tout cas, J.D. Vance, qui s'inscrit en plus dans l'héritage, vous savez, de ce garçon Charlie Kirk, qui en septembre dernier, alors lui, c'était un espèce de missionnaire ultra-conservateur, très talentueux, qui répandait la révolution trumpiste. Il ne faut pas se tromper, hein, c'est une révolution idéologique. Auprès des jeunes en particulier, Kirk a été affreusement assassiné, et Vance s'inscrit dans ce sillage-là. Alors vous avez raison, le socle MAGA, il s'est fissuré. À cause de quoi? De l'affaire Epstein. Donc ce prédateur sexuel atroce qui a été retrouvé pendu en prison. Alors tout ça nourrit les fantasmes complotistes qui font aussi partie du mouvement MAGA. Donc voilà, vous avez des fissures. Donc il y a J.D. Vance qui prétend à la succession. Il y a aussi sûrement Marco Rubio, qui lui est relativement plus classique, qui est un sénateur de Floride, républicain d'origine cubaine, que l'on voit à la manœuvre en particulier sur le Venezuela et tout le continent latino-américain, qui est secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale et bizarrement directeur des archives. Je ne sais pas pourquoi, mais encore que les archives, c'est important, parce que ça veut dire que c'est en quelque sorte le testament de Trump pour la suite. Donc, et puis il y en a sûrement d'autres. C'est dans 3 ans. Enfin, on a du mal à se dire qu'on va encore tenir 3 ans. Vous parliez de révolution il y a un instant. Il a révolutionné aussi la communication. Vous dites d'ailleurs que c'est un génie de la communication. C'est un fait. Qu'il fait des émules, et que c'est durable, que c'est quelque chose qui va être durable. Et est-ce que c'est contagieux? Est-ce qu'il a fait des émules auprès d'autres dirigeants qui utiliseraient ces codes aussi, qui sont d'ailleurs des codes un peu de réseaux sociaux, hein, des mots percutants, des buzz, des clashs, des choses comme ça? Trump a toujours accompagné, avec une forme de génie, les différentes étapes de l'évolution des médias. Quand il était promoteur immobilier et qu'il voulait absolument faire parler de lui, c'était les journaux à sensation new-yorkais, qu'il appelait lui-même en racontant ses prouesses sexuelles. Ensuite, c'était les émissions de télé. En fait, pourquoi est-ce qu'il a compris l'Amérique profonde? C'est grâce à une émission de télé-réalité, The Apprentice. Il a passé 14 ans, voilà. Ensuite, il a compris les réseaux sociaux. Il a découvert Twitter. Et il a une forme d'expression avec très peu de mots de vocabulaire qui correspond parfaitement à ce média dont il a aussi compris l'expansion, l'accélération, les algorithmes et bien évidemment Elon Musk. Tout le monde a dit « mais Elon Musk, il est fou de payer aussi cher Twitter ». Peut-être, mais Elon Musk en a fait une machine qu'il a mise au service de Trump 2 en particulier. Et là, et c'est ce que j'essaie de reproduire dans mon livre, c'est-à-dire qu'on voit une forme d'expression extrêmement simpliste, avec plein de majuscules, de points d'exclamation, d'insultes parfois, d'exhortations. De l'émotion dans le vocabulaire. Énormément d'émotions, mais l'émotion est devenue le ressort de la politique. Et donc, oui, c'est contagieux, parce qu'on voit d'ailleurs que tous les chefs d'État, à commencer par notre président de la République, utilisent X-Twitter pour s'exprimer. Donc, 1, c'est contagieux. 2, ça brutalise l'expression politique. Les citoyens s'y habituent. Les citoyens le réclament à la limite, parce que, comme vous le dites très justement, c'est de l'émotion. Et c'est l'émotion qui meut les foules. Encore un mot de Trump, le Nobel, d'après vous, il ne peut pas l'avoir? En tout cas, il ne peut pas avoir celui de
de la vénézuélienne, pardon, qui, pour essayer, vous savez, c'est Madame Machado qui l'a reçue pour son opposition au régime chaviste, et que Trump reçoit. Et cette dame, pour essayer, en fait, de rentrer dans son pays et d'installer un changement de régime, ce qui n'est pas du tout dans l'objectif de Trump quand il a capturé Maduro. On ne va pas pleurer sur Maduro, hein. Enfin bon. Et donc, cette dame, Madame Machado, avait dit « Mais je suis prête à lui offrir mon prix Nobel ». Et là, le comité Nobel a dit « Mais il n'en est pas question. Un prix Nobel, ça ne se partage pas. » J'ai un document à vous proposer, Christine Ockrent. Je vais la mettre entre vos mains et puis je vais la décrire pour les gens qui nous écoutent. Une fois n'est pas coutume, c'est une archive de vous aux manettes du 20h d'Antenne 2. Cette image date de 1988, mais cette carrière de présentatrice journaliste commence en 81. Vous êtes la deuxième femme de l'histoire à avoir présenté un 20h en France. C'était après Hélène Vida. Et on vous surnommera ensuite la reine Christine. Je vois que vous mettez vite cette photo de côté. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cette photo? Une femme qui est à sa place, une journaliste qui est à sa place? Non, d'abord, je constate avec satisfaction que je n'ai pas changé de coiffure. Bon, non, il faut une certaine constance dans la vie. Preuve les de femmes stabilité. qui changent de coiffure tout le temps, c'est pas bon signe. C'est d'ailleurs ce qu'on reprochait à Hillary Clinton qui changeait de coiffure tous les 15 jours. Je remarque aussi qu'évidemment la mode, assez jolie robe, mais enfin les épaulettes, c'est plus du tout d'actualité. D'accord, vous commentez le physique, mais vous vous dites pas que vous étiez... Je sais que sur cette position de femme présentatrice, vous avez souvent dit... Non, d'abord, je déteste ce mot présentatrice. Ah oui? Mais ça veut rien dire. C'est quoi, présentateur de quoi? De singes, de boules qu'on lance en l'air? Non, je veux dire, on est journaliste, on anime un travail qui est d'abord un travail collectif. Non, mais je peux le mettre. Non, vous le gardez quand même. Je peux même le mettre par terre. Et puis, en plus, j'étais rédactrice en chef du journal, ce qui change beaucoup les choses. Et voilà, c'était un travail d'épique. Voilà. Et puis la 2, c'était une équipe formidable. J'avais un compère, Claude Carré, que j'embrasse au passage. Voilà, c'était une époque... et puis, c'était très, très différent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait en fait que 3 chaînes. 2 journaux qui sont toujours à la même heure. Je n'ai jamais véritablement compris pourquoi. Mais bon. Et voilà, c'était un moment, c'était vraiment au siècle dernier. Et les médias... La technologie l'a emporté. À l'époque, l'un de mes premiers journaux, c'était l'assassinat de Sadat en Égypte. On n'avait pas d'image, il n'y avait pas de satellite, il y en avait très très peu. Quand on a couvert la chute du mur de Berlin en novembre 89, on était les premiers sur le terrain, au pied du mur, le chancelier Kohl passe, lui pose une question... Et puis, l'ingénieur qui avait apporté des caisses et des caisses et des caisses pour taper le satellite pour qu'on soit en direct, me fait des grands signes en disant « ça ne passe pas à l'antenne parce que dans le mur, il y avait des moellons pour tenir les pierres. Il y avait du fer qui avait faussé ces calculs. On n'imagine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tous ces jeunes gens qui sont avec leur téléphone portable... qui font des reportages. Tout est filmé tout le temps. De faire des reportages, de le monter, de le diffuser, etc. Et on trouve ça normal. Mais, il faut dire que les années 80, c'était quand même il y a... un petit bout de temps. Ce qui n'a pas changé, c'est que le 20h reste un moment très important d'information pour les Français, qui est quand même toujours très regardé, très critiqué aussi, très attaqué. Et on le voit là sur ce 20h de France 2 qui est maintenant géré par Léa Salamé. Quand on a été à cette place-là, qu'est-ce qu'on se dit quand on voit les attaques dont un 20h peut faire l'objet? Et dans un autre temps, ça a été aussi Laurence Ferrari qui a été la cible d'attaques. Qu'est-ce que vous vous dites, vous qui avez été à cette place? Vous remarquez d'abord qu'on attaque les femmes, n'est-ce pas? Et puis J'y ai pensé en le disant. et puis on se dit leur vie privée. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'attaques contre ces messieurs, quel que soit leur talent particulier, hein. Donc ça, c'est vieux comme Hérode. Ensuite, oui, parce que ça reste... Bon, ça n'a plus l'impact que ça pouvait avoir il y a 40 ans, par définition. Bien sûr. Néanmoins, oui, ça reste une sorte de rendez-vous, surtout d'ailleurs pour les personnes âgées. C'est l'un des problèmes des médias. C'est aussi un problème pour les médias radio. Et donc...
Voilà, c'est un exercice. Mais ça, on le sait. Enfin, ou en tout cas, il faut le savoir. Quand on accepte ce genre de responsabilité. Vous vous êtes senti exposé, vous, parfois? Moi? Oui, à des critiques très violentes. Par le directeur de l'information de l'époque, qui passait son temps... On était encore rue Cognac-Jay, donc c'est vous dire, c'était le Moyen-Âge. Hein. Et lui... Il passait son temps à taper dans les cloisons, c'était d'ailleurs sa manie, pour essayer de rassurer tous ces messieurs. La rédaction, il n'y avait pratiquement que des hommes, hein, en disant « Ne vous inquiétez pas, elle va durer 8 jours, c'est un caprice du vieux ». Le vieux, avec un V majuscule, c'était Pierre Desgroupes, un immense journaliste, encore une fois le siècle dernier, mais qui était le président de la 2, et qui m'avait donc confié le 20h, partagé à l'époque avec Poivre d'Arvor. Et certainement pas parce que vous étiez une femme. Probablement si. Ah bon? Mais parce qu'il se disait, en plus une journaliste américanisée. Et donc il se disait, c'était un personnage merveilleux, Desgroupes, hein, alors, il était toujours avec une clope au bec. Et alors, enfin, c'était... Bref. Tout cela pour vous dire, pour répondre à votre question, oui. Alors là, les coups dans le dos, les critiques, enfin, plein. D'ailleurs, quand Paris Match m'a fait donc cet honneur ambigu de me couronner, en quelque sorte, j'ai une très... Là, mes racines belges, évidemment, ont ressurgi. Vive le roi. Néanmoins, en France, on leur coupe la tête aux reines. Donc oui. D'où l'ambiguïté. Ça m'est arrivé quelquefois. Et ces attaques qui visent le service public, en particulier l'audiovisuel public, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve ça extrêmement préoccupant. Ça correspond aussi à l'américanisation de nos mœurs. On y revient. Et en particulier du journalisme, avec, et pourquoi pas, c'est leur droit, l'éclosion de médias d'opinion. C'était déjà le cas dans la presse écrite. Oui. Là, c'est le cas à la manière de Fox News, qui a été créé par Murdoch dans les années 90, et qui ont tout de suite soutenu Trump et qui continuent de le soutenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, voilà, ce sont des parts de marché. Mais, à mon sens, et je le répète, quitte à me faire à nouveau agonir d'injures, par Pascal Praud, on ne fait pas le même métier, c'est pas la même chose. Ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais voilà, c'est de... Vous faites la distinction entre ceux qui informent et ceux qui donnent leur opinion. C'est de l'opinion, beaucoup plus que de l'information. La politique, la géopolitique, la grande histoire, c'est votre univers depuis l'enfance. C'est la petite partie personnelle de cette interview que vous allez adorer. Votre père, Roger Ockrent, était haut fonctionnaire, diplomate. Il fut chef de cabinet du Premier ministre belge, Paul-Henri Spaak, considéré aussi comme le père de l'Europe. Votre père a participé, je crois, à la négociation du plan Marshall, signé en 1948. Ce plan américain qui a aidé l'Europe à se rétablir économiquement. Vous avez des souvenirs de cette enfance qui observe et commente la grande histoire? Et évidemment, ma question suivante, c'est est-ce que c'est à l'origine de votre vocation? Moi, j'ai sauté sur les genoux de Paul-Henri Spaak. C'est dingue. Hein. Donc, oui, qui était... on l'avait surnommé un géant dans un entresol, Spaak. C'était un personnage tout à fait important, et important non seulement pour la Belgique, mais pour l'Europe, comme vous l'avez très bien souligné. Et oui, bien sûr, j'ai eu cette chance d'avoir des parents très engagés, mon père, par définition, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Paris, puisqu'il a été nommé pour représenter la Belgique dans ce qui est devenu l'Organisation de coopération et de développement économique. Et donc, voilà, à l'âge de 10 ans, je me suis transplantée. Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'elle ne se lance dans la vie, forte de l'expérience que vous avez aujourd'hui? Continue. Lance-toi, vas-y. Oui. Ouais. J'ai des photos à vous proposer, ça fait partie des rituels de cette émission. La première, la voici.
Vous allez évidemment le reconnaître, hein, et le public aussi, George Clooney, l'acteur, qui depuis la fin de l'année 2025 a la nationalité française, une naturalisation logique finalement, hein, puisqu'il vivait quand même la plupart de l'année dans le sud de la France, et qui n'a pas manqué de faire polémique, au point que le président américain, là encore, l'a accablé dans un de ses messages vengeurs. Bonne nouvelle, George et Amal Clooney, deux des pires pronostiqueurs politiques de tous les temps, sont officiellement devenus citoyens français. Voilà ce qu'a lancé Donald Trump. Au fond, qu'est-ce qu'elle dit, cette naturalisation, de plus profond que la petite polémique à laquelle on a assisté? C'est, j'allais dire, cette élite américaine qui commence à fuir l'Amérique. Enfin, cette élite-là, c'est-à-dire oui, bien sûr. Clooney, dont le père était, si ma mémoire est bonne, un producteur de documentaires de CBS, un journaliste très engagé. Clooney lui-même très engagé dans les rangs démocrates et qui, lors de la dernière campagne électorale et depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, n'a pas arrêté de critiquer, et c'est son droit en tant que citoyen américain. Donc oui, Clooney fait partie des bêtes noires de Trump. Mais ça va plus loin que la critique, là. Non, mais encore une fois... Il s'en va. Je fais un peu de pub, mais dans mon livre, regardez ce qu'il dit de ces gens qu'il déteste, que ce soit des musiciens, que ce soit des acteurs, etc. Il déteste tout ce monde d'Hollywood. Ce sont culturellement, politiquement, ses ennemis. Donc, dans le cas de Clooney et de son épouse, qui est une juriste tout à fait remarquable, je crois que le maire de Brignoles, d'après ce que j'ai compris, et le patron du cinéma de Brignoles sont ravis. Oui, j'imagine. Que Clooney... énorme coup de pub. Voilà, mais oui, et il y a effectivement pas mal d'Américains, notamment des universitaires, des scientifiques qui sont absolument effondrés par les attaques de l'administration Trump 2 contre la recherche en particulier, et ça c'est dramatique, c'est criminel, parce que cela vise évidemment des contrats internationaux, des contrats de recherche pour des montants gigantesques. Le fait d'avoir pratiquement cassé USAID, c'est-à-dire tous les programmes d'aide au développement, enfin on ne mesure pas encore tout à fait les dégâts monstrueux de cette administration, sans oublier l'immense ministre de la Santé, n'est-ce pas, Robert Kennedy, celui qui avait dit qu'il y avait eu un verre qui lui était entré dans le cerveau, on peut craindre d'ailleurs qu'il y soit toujours, anti-vaccin, qui ose, qui ose ces derniers jours s'adresser au ministre de la Santé allemand en disant « Oh là là, mais c'est interdit ce que vous faites de... » Enfin, on est parti, et nous autres, en Europe, on est évidemment exposés de multiples manières, on est dans une révolution idéologique, et donc des gens comme Clooney, des universitaires, des chercheurs, font partie de ces bataillons qu'il s'agit de détruire au combat. Enfin, les États-Unis ne sont plus un refuge de la liberté. Ah, c'est l'inverse. L'Europe est un refuge de la liberté et doit le rester, à mon avis. C'est pas simple. J'ai une deuxième photo, et ce sera la dernière. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, plus de 3 ans qu'elle est au pouvoir. En 2007, vous aviez écrit un livre sur les femmes au pouvoir, Madame La, chez Plomb. Et à l'époque, on parlait d'Angela Merkel, de Ségolène Royal, et vous disiez « Les caractéristiques de leur ascension sont toujours les mêmes, le ricanement, les soupçons en légitimité, en compétence. » Les choses ont changé, là aussi. On ricane plus. Quand on voit Giorgia Meloni, on ne rit pas d'elle. C'est vrai. D'habitude aussi, on les affuble toujours du même... qualificatif, la dame de fer. Là, dans le cas de Meloni, c'est du fer admirable de souplesse. Et avec un talent évident, c'est vrai que Mme Meloni manœuvre très très bien entre l'Union européenne, dont elle a évidemment un besoin majeur, l'Ukraine, qu'elle continue de soutenir, et Donald Trump, vis-à-vis duquel elle joue une partition très subtile, à la fois de charme
de clin d'œil. En plus, elle a un visage extraordinairement expressif. Elle n'arrête pas de faire des grimaces. Et toute petite, Trump la trouve absolument épatante. Voilà. Alors, on va voir, elle a des élections, Madame Meloni, bientôt, et elle essaie d'ailleurs de changer les modalités de ces élections législatives, mais elle est certainement aujourd'hui en Europe, et véritablement une dirigeante qui pèse, c'est sûr. Et qui compte. J'ai une dernière question qui est en lien. Photo, alors c'est dommage. Non, c'est dommage. Vous aimez l'exercice. On aurait pu continuer. C'est une très bonne idée. Mais j'ai une dernière question qui est en lien avec le décor qui nous entoure. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous inspire particulièrement? L'éloquence, la justice. La sagesse ou la prudence? La justice. C'est toujours ce qu'il y a de plus fragile et de plus fondamental dans la République. Et ce, au moment où cette idéologie qu'incarne désormais le président de la première puissance du monde a délibérément publié un document qui cible nos démocraties européennes en les décrivant comme étant en plein déclin civilisationnel, incapables de résister à l'immigration, incapables de défendre la liberté d'opinion. Et donc, il est impératif pour les États-Unis, pour leurs ambassadeurs, en particulier celui qui est en poste ici, en fait de soutenir ouvrez les guillemets, les partis patriotes. Et les partis patriotes, ce sont les partis d'extrême droite. Donc, la justice, il faut tout faire, à mon avis, pour continuer de la raffermir et faire en sorte que nos institutions, les institutions européennes, résistent à cette offensive idéologique. Et ce sera votre conclusion. Merci infiniment, Christine Ockrent. Elle n'est pas gaie. Prêtée au jeu, mais elle est importante. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis, comme chaque semaine. Émission à retrouver en replay sur notre plateforme publicsena.fr, mais aussi en podcast, vous le savez. À très vite. Merci beaucoup.